Bonjour à tous. Dans quelques heures va ouvrir le salon du Made in France. Je reçois pour parler de cela et pour parler de l'impact du Made in France, en particulier dans les grands groupes, mais aussi en entrepreneuriat. Je reçois aujourd'hui Isabelle Chabou, qui est directrice du Master of Science Fashion and Design and Luxury Management de Grenoble École de Management. Bonjour Isabelle. Bonjour Séverine, merci de me recevoir. Merci de participer à ce podcast. Isabelle, je te propose pour démarrer de te présenter, tout simplement parce que tu as été nommée Top Voices 2017 pour la France sur LinkedIn. Donc, ça veut dire qu'on peut considérer, et je fais appel à toi parce que tu es une de mes collègues, certes, tu es diplômée de Grenoble École de Management, certes, mais aussi tu es une femme d'impact ça, sur LinkedIn, mais pas uniquement. Tu tiens une chronique et tu rédiges et publies régulièrement des billets sur The Conversation qui sont cités, qui sont recités, et je considère que tu as un impact dans le domaine du luxe. Comment tu en es arrivée là, Isabelle? Écoute, merci déjà, tu me flattes et tu me gênes, j'avoue. Écoute, en fait, je crois qu'il y a beaucoup de curiosité d'une manière générale pour acquérir de la connaissance dans un domaine, quel qu'il soit. C'est vrai que moi, toute petite, j'ai un peu baigné dedans parce que ma maman faisait des robes de mariée et je la voyais dans son atelier dessiner, recevoir des clients, faire des robes sur mesure. Et puis surtout, en fait, elle m'a emmenée avec elle chez des soyeux, notamment à Lyon. Et c'est là que j'ai découvert aussi les très belles étoffes. Et puis de l'avoir, comme je disais, travaillé à la main, faire des modèles qui étaient uniques. Pour moi, c'était quelque chose d'assez inspirant. Et ce côté artisanat, savoir-faire m'a toujours beaucoup attirée. Et Néanmoins, j'ai choisi une autre voie et puis après, c'était toujours un petit coin de ma tête et c'est resté présent et j'avais envie d'en savoir plus sur les sociétés dans ce secteur. Mais Isabelle, en parlant d'entrepreneuriat, toi, tu avais lancé une petite activité à 13 ans. Alors, tu vois, maintenant où tu as des associations comme Entreprendre ou Apprendre pour Entreprendre ou Entreprendre pour Apprendre qui ont pour objectif d'impacter des collégiens, des lycéens et de les initier à l'entrepreneuriat, toi, alors que ça n'existait pas, tu avais déjà lancé une activité à 13 ans dans le monde de la mode, hein. Écoute, oui, c'est beaucoup dire quand même, mais enfin, et j'avais commencé un petit business, on peut l'appeler comme ça, effectivement, inspirée par ma maman qui savait coudre, qui m'avait appris, j'ai commencé à faire des caleçons à l'époque. Les caleçons pour hommes venaient de sortir et étaient quelque chose qui était assez recherché et du coup, comme c'était relativement simple à faire et rapide. Et puis, je pouvais acheter mes tissus lorsque j'allais sur des marchés pour faire quelques modèles seulement. Et j'ai commencé à en faire quelques-uns pour mes copains de classe, mes frères, mes cousins, différentes personnes. Puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et du coup, après, j'organisais un petit défilé de mode. J'invitais mes amis de classe qui invitaient d'autres amis. Et puis, ils me passaient des commandes. Puis voilà, de fil en aiguille, j'ai fait ça presque une dizaine d'années, ce qui m'a permis de financer mes études. Et j'y prenais beaucoup de plaisir parce que je faisais les modèles que je voulais, les tailles que je voulais, je choisissais mes tissus. J'ai amélioré aussi la qualité. Par exemple, les coutures d'entrejambe craquaient au début, donc j'ai fait les triples coutures et du coup, mes caleçons étaient reconnus pour leur qualité et c'est un business qui fonctionnait très bien. Alors, on parlera justement de la qualité. Tu nous expliqueras ça et le rôle de la qualité dans le luxe. Mais finalement, comment tu en es arrivé finalement en finance? Parce que tu aurais pu partir et lancer directement une fois adulte, hein. Tu aurais pu lancer ton activité. Oui, c'est vrai, effectivement, mais je me suis dit, il me faut un bon bagage pour comprendre justement comment gérer éventuellement une entreprise si un jour je veux la lancer, comprendre comment fonctionnent les entreprises, différents business models. À l'époque, on parlait pas de ça, mais et je voulais voilà vraiment gagner de la connaissance dans ce domaine et être capable de gérer. Et du coup, ben voilà, je me suis orientée vers un master en gestion finance. J'ai commencé ma carrière en audit chez un Big Four.
Je suis restée 7 ans et demi chez PricewaterhouseCoopers, qui est un des plus gros cabinets d'audit, et j'ai eu la chance d'auditer des sociétés dans beaucoup de domaines différents et justement d'améliorer ma compréhension des entreprises, de voir différentes formes de sociétés, de pouvoir auditer les comptes, comprendre, faire de l'analyse financière. Et voilà, progressivement, j'ai vraiment gagné en compétences là-dessus. Et après, j'ai utilisé cette connaissance cette maîtrise de l'analyse financière pour l'appliquer à des sociétés du luxe, parce que j'avais envie de mieux comprendre comment les sociétés luxe généraient leurs profits, comment elles se développaient, comment elles fonctionnaient, où elles investissaient, dans quel domaine et comment elles faisaient pour avoir je dirais, de si bons résultats, quels étaient aussi derrière tous les éléments stratégiques qui pouvaient expliquer, se traduire par ces chiffres. Alors justement, Isabelle, quand tu parles de... Alors ton expertise, c'est de regarder et de lire la stratégie des entreprises au travers d'une analyse financière qui est reconnue comme étant assez pointue. Justement, à ce sujet-là, comment qu'est-ce que le Made in France évoque pour toi lorsque l'on parle des entreprises de luxe? Est-ce que tu as déjà quelque chose à nous dire sur d'où vient ce Made in France et le lien entre le Made in France et le luxe? Oui, bah écoute, pour revenir un petit peu d'où vient le luxe, alors le luxe n'a pas été créé en France, hein, il vient de très nombreux pays. On peut parler des porcelaines de Chine, on a les soieries, la bijouterie en Inde par exemple, les miroirs en Italie, les draps fins en Hollande, etc. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que en France, c'est sous Louis XIV avec Colbert qui est né, en fait, que sont nées les manufactures royales. Et Colbert s'était rendu compte que le gros de la dette française provenait de l'importation de produits de luxe, donc les miroirs d'Italie, les draps de Hollande, la porcelaine de Chine, par exemple. Et du coup, il a eu l'idée de dire, ben, il faudrait que nous produisions en France. Et progressivement, il a essayé de débaucher des artisans, des maîtres artisans dans différents domaines, essayer de comprendre comment ils fabriquaient et d'implanter cela sur notre territoire. Et du coup, c'est lui qui a été à l'origine de l'essor des productions françaises de produits de luxe. Les soyeux Lyonnais, à l'époque, par exemple, ne produisaient que des soies unicolores et il voulait rivaliser avec les Italiens. Et donc, il a essayé de développer tout ce qui était motif, changer les couleurs pour que les personnes veuillent acheter toujours plus de soie. Ça a très bien fonctionné. Il a réussi à faire venir des artisans de Venise, de Murano, pour essayer de travailler sur des miroirs, parce qu'on ne savait pas produire des miroirs et des grands miroirs en France. Et progressivement, ils ont pu développer la production en France. Enfin, on peut aller encore sur de nombreux exemples. Et il a, je pense, donné vraiment l'impulsion de cette production. Et depuis, la France est restée un lieu où nous avons développé nos savoir-faire artisanaux, la transmission à travers des générations qu'on a maintenues et qui aujourd'hui a vraiment une aura internationale à l'étranger. Donc, le Made in France, pour revenir un petit peu peut-être au Made in France, Oui. c'est difficile pour moi de donner une définition très précise parce qu'il en existe de nombreuses et des définitions du Made in, c'est où a eu lieu la dernière transformation substantielle. Donc, si ça a eu lieu en France, on peut considérer que c'est du Made in France, mais certains produits sont entièrement réalisés en France dans des ateliers. Alors justement, Isabelle, hein, parlant du Made in France, quand on dit Made in France, quel est l'exemple qui t'inspire le plus? Alors, c'est vrai, quand on parle de Made in France, pour moi, l'exemple qui m'inspire le plus serait Hermès. D'ailleurs, lorsque l'on regarde les sacs Hermès iconiques, il est écrit Hermès Paris, Made in France. Donc, ça prouve bien déjà que c'est un élément absolument différenciant.
Et je pense que d'ailleurs les clients recherchent cette expertise parce qu'on sait qu'il faut des années pour former un artisan capable de faire un Kelly, qui est un des modèles iconiques donc, de Hermès parfait, et encore plus pour un Birkin, qui est le modèle le plus complexe à réaliser. Et je pense que effectivement les clients sont totalement conscients de cette maîtrise des gestes parfaite, aussi bah, l'approvisionnement en cuir, et seul Hermès aujourd'hui est capable de faire des sacs vraiment à ce niveau exceptionnel, je dirais, de qualité, produit en France, vraiment à 100% en France. Et d'ailleurs par un artisan unique, c'est une des spécificités qui réalise en fait un sac de A à Z. À tel point que lorsque on doit rénover le sac peut être rénové et il y a un numéro, il y a une signature de l'artisan et ça peut être l'artisan qui reprend son sac et qui refait la rénovation de son sac, c'est ça? Absolument, oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Chez Hermès, donc c'est vraiment une particularité. C'est un artisan, un sac, et donc chaque artisan avoir va marquer son sac avec, ben, on sait qui a réalisé, il y a des codes spéciaux, il y a des dates, il y a des numéros, etc. Et donc, effectivement, si un client rapporte son sac parce que il faut le repatiner, parce que il faut lui redonner une nouvelle jeunesse, ou on essaye de confier à l'artisan qui a créé ce sac, s'il est toujours en vie, pour qu'il soit celui qui travaillera dessus. En quoi le cas de Hermès, emblématique de l'entreprise Made in France, de l'innovation Made in France et du luxe quelque part Made in France, peut-il inspirer des impactantes qui voudraient utiliser le Made in France dans la création de l'entreprise? Ah, je pense que le Made in France garde toujours une aura à l'étranger qui est incontestable, je dirais. Effectivement, quand on parle de la France à l'étranger, enfin, faut savoir que le luxe, c'est le secteur économique qui est aussi important, voire même qui a dépassé en 2022 l'aéronautique. Donc, c'est vraiment pour nous un des secteurs clés de notre pays, qui nous fait rayonner à l'international, et que ce soit aussi bien dans les parfums, les cosmétiques, par exemple, comme tu le disais, que ce soit la couture, la haute couture, par exemple, que ce soit la maroquinerie. On parle de Hermès, mais il y a aussi Louis Vuitton, qui est euh, une autre société qui produit des sacs, bien sûr des valises à l'origine, de très très haute qualité, qui sont aussi faites la plupart en France, à Agnières par exemple. Et je pense que le luxe véhicule vraiment une certaine image euh, partout dans le monde, et même par exemple en Chine, s'ils aiment beaucoup des produits locaux parce que il y a une référence à leur culture, etc. Certaines marques françaises comme Lancôme ou d'autres marques sont très très appréciées et très recherchées. Donc je pense qu'une start-up qui se lance dans des produits par exemple, si on parle des cosmétiques et qui sont élaborés ou à partir de matières premières qui ont pu être approvisionnées, certaines en France, avec peut-être ces odeurs aussi qui nous sont propres, peuvent être un vrai plus. Au niveau de tout ce qui est couture, ben, il y a bien sûr le savoir-faire, bien sûr toutes les maisons qu'on connaît qui ont inspiré et qui continuent à rayonner. Je pense à Christian Dior, je pense à Chanel, je pense à Yves Saint-Laurent. Et aujourd'hui, la couture, souvent, on pense à la couture française, soit à la couture italienne, qui sont les plus grands designers. Et dans la maroquinerie, voilà, on parlait de Hermès, mais effectivement, on a Louis Vuitton. Aujourd'hui, Dior a aussi des sacs qui sont reconnus, qui sont appréciés dans le monde entier. Donc, je pense que les startups qui se lancent en France dans ces domaines bénéficient en tout cas de cette image qui les entoure, et de qualité. Je pense qu'on est souvent reconnu par la qualité. Pour moi, c'est aussi un élément clé dans le luxe.
c'est les matières premières qu'on utilise. Quand on parle de produits, je ne parle pas de services, hein, je parle de produits, les matières premières, les savoir-faire, la recherche et la créativité. Et ça, je pense que ce sont des choses qui caractérisent pour moi toutes les entreprises qui sont dans ce domaine. Et je pense que les startups ont vraiment une carte à jouer aussi en jouant sur ces différents aspects. Mais tu as souligné un point, et je voudrais conclure sur cet aspect-là, Isabelle, c'est que certes, tu peux avoir une sorte de renommée internationale et donc une sorte d'aura associée avec le label Made in France, mais que derrière, ça doit être associé à une véritable expertise sur le domaine. Absolument, oui, oui, l'expertise me paraît fondamentale, expertise qui passe par une formation, qui passe donc, je sais pas, dans les cosmétiques, ben, ça va être les études qu'ils vont faire avec de la chimie, de la biologie, connaître les différentes molécules, comment elles réagissent. Il y a aussi aujourd'hui des problèmes d'allergie, etc. Si on pense à la maroquinerie, ben, ça va être former des artisans qui seront extrêmement habiles de leurs mains et qui vont réaliser des produits d'une qualité exceptionnelle. Pour revenir à Hermès, ils ont même développé aujourd'hui un CAP maroquinerie qui est euh, Mm. reconnu par le gouvernement français. Et il faut savoir qu'ils vont accueillir 600 personnes en 2023. Donc, ça démontre à quel point la transmission des savoirs, la formation. Chez Chanel, on a les métiers d'art. Chez LVMH, on a aussi, pareil, des filières pour assurer la transmission des savoir-faire de génération en génération. Et effectivement, ça me paraît quelque chose d'absolument fondamental pour pouvoir prétendre à produire et à vendre des produits de luxe. Donc, ça veut dire aussi quelque part que ces grands groupes non seulement impactent par le Made in France le marché du luxe, mais également en contribuant au renouvellement de l'expertise, impactent quelque part la filière de l'artisanat. Absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, euh, on voit que certains métiers ont été sauvés, entre guillemets, par des grands groupes qui ont pu racheter des petits ateliers qui auraient peut-être mis la clé sous la porte s'ils n'avaient pas intégré un groupe plus puissant qui avait les moyens financiers de les soutenir et de laisser libre cours à leur créativité, à aussi leur donner le temps de travailler, de faire des recherches pour produire ben, le petit détail exceptionnel. Et on a effectivement un certain nombre d'exemples, que ce soit au sein de Chanel, encore une fois, donc les métiers d'art. Plusieurs métiers d'art travaillent pour Chanel et dernièrement, enfin il y a un an et demi, ils ont ouvert le 19e à Paris dans lequel ils ont regroupé différents métiers d'art. Il y a aussi bien des plumassiers que des brodeurs, que différents types de métiers et qui vivent parce qu'ils créent pour ces maisons, pas que pour Chanel d'ailleurs, ils créent aussi pour d'autres maisons. Et au sein de LVMH, c'est pareil, vous avez des petites entreprises qui ont été reprises, familiales souvent d'ailleurs, il y avait aussi beaucoup d'entreprises familiales qui aujourd'hui travaillent pour différentes maisons du groupe. Eh bien, écoute, moi, je retiens de ton échange, impact dans le domaine du luxe, oui, il y a une carte à jouer, oui, les startups de France ont une carte à jouer, en ayant développé une expertise. Merci beaucoup, Isabelle, et à bientôt. Merci Séverine et à très bientôt et bon courage pour la suite. Merci.